Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais le bilan financier de ma location touristique à Angers. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans la location touristique plutôt que de le laisser tranquillement louer en meublé à l'année? Est-ce que ça rapporte? Combien ça coûte? Qu'est-ce qui reste à la fin, surtout avec les taux aujourd'hui qui ont pas mal augmenté? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer, oui ou non? Avec la charge mentale, la gestion, les frais de ménage, l'EDF, etc. Est-ce qu'il reste vraiment quelque chose à la fin? Je vous détaille les revenus et les charges réelles, point par point. Cette vidéo va vous permettre de vous projeter avec la réalité des chiffres et de savoir si ça vaut le coup pour vous de vous lancer. Je vous détaille et je vous explique tout, c'est parti. Alors déjà, petit rappel des faits, j'ai donc décidé il y a maintenant 6 mois, et donc là c'est l'occasion de faire un peu le bilan des 6 mois, de passer donc un logement que j'avais à Angers, un 2 pièces, qui était loué en location longue durée depuis 17 ans, et à cette époque-là, je me suis posé la question de vendre ce bien immobilier. Je vous avais fait une vidéo que je vous remets ici, qui explique ma décision de me lancer dans la location touristique plutôt que de vendre le bien immobilier. Bon, les raisons, je vous les résume rapidement. Le vendre, c'était un peu compliqué parce que les taux avaient grandement augmenté et donc c'est pas si simple que ça de le vendre à un investisseur parce qu'en location longue durée, la rentabilité est pas au top. Mais il y avait aussi d'autres raisons, comme par exemple le fait de pouvoir y accéder, parce que j'ai des attaches familiales à Angers, donc ça me permet de l'utiliser quand j'en ai besoin. Ça me permet de continuer à avoir ce projet de vente dans les horizons de 1 à 2 ans pour pouvoir le vendre plus facilement, parce que c'est très compliqué de donner congé à un locataire si vous le louez en longue durée. Ça permettait aussi, bien sûr, éventuellement, mais je le savais pas à l'époque et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, de gagner plus. Normalement, la location courte durée, si on écoute ce qui se dit, c'est normalement beaucoup plus rentable, ça rapporte plus. Maintenant, à l'époque où je l'avais mis en location, je ne le savais pas, je n'avais que des prévisions données par des outils en ligne qui permettent d'avoir à peu près les moyennes de location sur les plateformes et ce que ça peut rapporter. Mais je n'avais encore aucune idée vraiment du détail des charges qu'il va falloir supporter parce que ça coûte beaucoup plus cher de gérer un bien en LCD plutôt que de gérer un bien en location longue durée à l'année. Je vais vous expliquer puisque je vais vous donner tous les postes de charge dans cette vidéo. Et aussi, ça me permettait de me lancer dans une nouvelle activité que je ne connaissais pas bien à l'époque et que j'ai appris à connaître, à maîtriser et aussi à améliorer et à automatiser. Ça, c'est l'objet de toutes les vidéos que je vous mets sur cette chaîne. L'idée de vous montrer, en fonction de vos décisions, en fonction de ce que vous allez faire, si ça va fonctionner ou pas et combien ça va rapporter. Alors, je tiens à préciser que ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo s'applique pas forcément à toutes les locations courte durée et pas à toutes les localisations et à toutes les typologies de biens. Ici, c'est un petit 2 pièces dans un hypercentre d'une ville moyenne qui est Angers et donc les chiffres que je vais vous montrer correspondent à cette situation. Si vous louez une grande villa au bord de la mer ou encore si vous louez un logement atypique à la campagne ou à la montagne, ça ne sera pas du tout la même histoire. Donc attention, ne pas généraliser ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Là, je vous prends un exemple plutôt concret, plutôt réaliste, plutôt commun, qui est de dire je vais prendre une ville petite ou moyenne, où il y a quand même de l'activité, du tourisme, et qui va attirer soit des travailleurs, soit des vacanciers, tout simplement. J'ai compilé les chiffres des revenus et des charges de août 2024 à janvier 2025. Comme ça va nous permettre d'avoir 6 mois. Alors j'ai pas un recul sur l'année complète, mais 6 mois, ça commence à devenir intéressant, et ça couvre une partie de l'été, et jusqu'à une période creuse, qui est Noël ou janvier. J'ai essayé d'être au plus près des chiffres, la plupart des chiffres que je vais vous donner soit sont exactement les chiffres, soit ils sont à quelques euros près, très proches de la réalité. Donc on va commencer. Alors en août 2024, premier mois de location complet de cet appartement, on va regarder les revenus bruts. Donc c'est les revenus vraiment qu'a payé le voyageur, donc qui inclut tout. On n'a encore rien déduit, ni les frais de plateforme, ni la taxe de séjour, ni le ménage, ni rien du tout. Donc si on regarde en août 2024, on est à 2618 € de revenus bruts. À noter aussi que ça c'était le point de départ, donc le début de mon activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai rajouté des plateformes, notamment Booking dans la location. J'ai aussi ajusté les prix, plutôt même augmenté les prix. J'ai aussi amélioré le logement. Donc voilà, il s'est passé plein de choses sur 6 mois. Au moins, ça vous donne les chiffres de démarrage de l'activité. Mais il faut que vous sachiez que les prix ont augmenté et plus ça va et plus le logement se loue plus cher. Notamment, vous allez le voir dans les chiffres que on arrive à des chiffres qui sont plutôt pas mal, même en décembre et en janvier, qui sont plutôt une période creuse habituellement. Donc si on regarde, on est en août 2024 à un montant de 2618 € brut. En septembre 2024, 2301 €, 2399 en octobre 2024, 2291 € en novembre 2024, 2443 € en décembre 2024 et 2295 € en janvier 2025. Alors Angers, c'est un marché plutôt particulier où en fait il n'y a pas une forte augmentation des prix ou des réservations l'été. Ce sont des réservations qui se passent toute l'année
parce qu'il y a vraiment une activité toute l'année et ce sont plutôt des petites réservations, 1 à 3 jours on va dire. En fait les prix à Angers, de ce que j'ai constaté après 6 mois de location, c'est que les prix sont assez stables et que finalement il n'y a pas de grosses variations de prix à la nuitée, contrairement à d'autres marchés. Donc en fait, ça augmente très peu, alors un petit peu en été et au printemps, mais en général c'est assez stable et c'est ce qui montre pourquoi on a des montants de revenus qui sont assez stables sur l'année. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs. Du coup, il n'y a pas d'effet, de gros effets saisonniers sur cette ville, une ville moyenne. Peut-être que c'est le cas aussi dans d'autres villes moyennes. C'est peut-être une représentation assez réaliste de ce qui se passe quand vous investissez dans une ville moyenne à forte activité. Donc les revenus bruts, c'est bien beau. Ça, c'est ce que vous vend un peu tout le monde. Vous allez devenir rentier en faisant de la location saisonnière. Ça rapporte énormément, 2600, 2500 euros, voire 3000 euros, je crois, de temps en temps. C'est quand même une sacrée somme, sachant qu'un logement comme ça, normalement, ça se loue 500-600 euros maximum en meublé à l'année. Donc là, on parle d'un facteur 4 à 5 par rapport à un loyer classique. Mais dans cette vidéo, évidemment, là, ce que je vais vous expliquer, c'est que, évidemment, la réalité n'est pas aussi simple et pas aussi virtueuse et pas aussi jolie. Et c'est souvent ce qu'on oublie de vous dire quand on vous parle d'investissement immobilier ou quand l'on vous parle de location saisonnière d'ailleurs ou de location classique à l'année ou tout autre type d'investissement. Si on veut vraiment investir, il faut vraiment creuser la question et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder les charges poste par poste et regarder ce qui va rester à la fin une fois qu'on a déduit toutes les charges inhérentes à la location courte durée saisonnière. Donc la première charge qui est évidente, c'est qu'à chaque fois que vous louez en location saisonnière sur des plateformes, Airbnb, Booking, Abritel ou n'importe quelle plateforme, quasiment, vous allez avoir les frais de la plateforme à payer. Et les plateformes prennent entre 15 à 20%. Alors Airbnb, moi c'est plutôt Airbnb 15% et Booking 16%. Donc 16% de vos revenus bruts générés sur la plateforme. Donc de ce que le client dépense sur la plateforme. Donc moi dans ce fichier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 16% du revenu brut que je viens de vous détailler. Donc sur cette ligne Airbnb Booking de charge, j'ai pris 16%. Donc vous voyez, ça tourne entre 360 et 400 euros environ par mois qui partent directement à Airbnb Booking. Donc ça, c'est surtout à ne pas négliger. Alors il y a des solutions, j'y reviendrai à la fin et j'ai commencé à le faire. C'est pas d'ailleurs pas pris en compte dans ces calculs. C'est que si vous louez en direct, cette charge disparaît. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous voyez quand même que les plateformes, c'est quand même un super business pour elles, puisqu'elles ne possèdent pas l'appartement. C'est vous qui faites tous les efforts et elles prennent 15%. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les plateformes sont très critiquées, que ce soit Booking ou Airbnb. D'ailleurs, ces frais n'ont fait qu'augmenter avec le temps, sont de plus en plus élevés et donc c'est de plus en plus difficile de maintenir une rentabilité avec la location saisonnière à cause de ces frais. La deuxième ligne est une des plus importantes, c'est le ménage et le nettoyage du linge. Donc moi je l'ai appelé ménage blanchisserie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi sur cet appartement, je pratique 29 euros de frais de ménage pour les locations entre 1 et 2 jours et à partir de 3 jours, c'est 39 ou 49 euros, ça dépend, pour les frais de ménage. Et c'est entièrement payé par le voyageur en plus du prix de la nuitée. Ce montant est totalement reversé à ma femme de ménage. Alors moi, il faut savoir que je gère mes biens tout seul en automatique et avec une femme de ménage évidemment. Je reviendrai là-dessus au niveau des charges et ça va vous montrer un peu comment ça fonctionne si vous faites gérer ou si vous gérez vous-même, quel est l'impact sur votre gestion et sur vos finances. Donc moi, j'emploie une femme de ménage et je lui reverse entièrement ce que paye le voyageur. Là, j'ai pris les chiffres réels que j'ai versés à ma femme de ménage. Donc vous voyez, entre 450 à peu près euros et 600 euros. C'était 612 euros au mois d'août 2024 parce qu'il y a beaucoup d'activités l'été et beaucoup de turnover et beaucoup de frais de ménage. Et on est à par exemple 548 en septembre 2024, 443 en octobre, 456 en novembre. Et là, sur le mois de janvier, on va être autour des 400 euros. Donc ça, c'est un poste très important. Ces frais en fait de ménage sont en fait, avec les frais de plateforme, les deux postes les plus importants que vous allez avoir à supporter quand vous faites de la location courte durée. Ensuite, un élément souvent omis et souvent oublié, c'est que à chaque fois qu'un voyageur loue votre logement, vous devez vous acquitter de la taxe de séjour. Si vous passez par les plateformes Airbnb et Booking, cette taxe de séjour est gérée par la plateforme et payée directement à la ville par la plateforme. Si vous gérez en direct, vous devez ajouter cette taxe de séjour à la location parce que vous allez devoir la reverser
à la ville vous-même. Et ce montant n'est pas négligeable, et c'est peut-être aussi pour ça que certaines villes se posent toujours la question et réfléchissent avant de dire on va interdire la location courte durée, parce que c'est quand même aussi une manne financière. Dans mon cas à moi, ça représente à peu près entre 115 et 130 euros par mois pour la ville en taxe de séjour. Alors à Angers, ça se calcule assez facilement parce que ça représente 5% du tarif de la nuitée. Donc j'ai appliqué 5% au revenu brut et ça donne voilà, entre 115 et 130 euros par mois. Ensuite, autre poste très important et qui ne fait qu'augmenter au fil des mois et des années, c'est le coût de la charge d'énergie. Alors dans mon cas, c'est de l'électricité parce que dans l'appartement, ce sont des chauffages électriques. Là, c'est simple, je suis allé sur le site d'EDF et j'ai pris la consommation mois par mois, puisque j'ai les chiffres, et je vous l'ai indiqué ici. Donc vous voyez qu'en été jusqu'à septembre on va dire, c'est assez faible. On est 47, 55 et 70 euros. On voit que ça commence à faire froid en octobre 2024. Alors il faut savoir que pour moi, c'est les chauffages et aussi le ballon d'eau chaude qui fonctionne en continu d'ailleurs. Il n'y a pas d'heure pleine et d'heure creuse parce que c'est un petit ballon et il faut absolument que l'eau soit constamment chaude parce que si les locataires changent et que l'eau est froide, ça peut poser problème. Donc dans cet appartement, l'eau est tout le temps chauffée. Donc on est sur les tarifs EDF en août, 47 euros, 55 euros en septembre 2024 et 70 euros en octobre 2024. Et vous allez voir qu'à partir de novembre et surtout décembre, donc 121 euros en novembre 2024 et 191 euros en décembre. Ces 191 euros en 2024, ça m'a assez choqué et ça m'a fait tilt et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à connecter mes chauffages et que j'ai connecté mes chauffages pour pouvoir gérer la consommation des chauffages plus finement et réduire la facture. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je crée la vidéo que je vous mets dans le coin de cette vidéo. Vous allez voir quelles sont les solutions et quelle a été ma solution pour connecter les chauffages et réduire la facture d'électricité. Et d'ailleurs, on voit le résultat concrètement puisqu'en janvier 2025, la facture a baissé à 137 euros. Donc je suis assez content, ça marche plutôt bien. Je vais encore l'améliorer, mais voilà, ça réduit la facture. Et vous voyez que c'est un poste de plus en plus important et qu'il ne faut surtout pas négliger puisque maintenant, c'est vous qui payez l'électricité et non votre locataire en location courte durée, évidemment. Ensuite, on a d'autres postes qui sont souvent les services que vous allez fournir à votre voyageur. Donc vous avez d'une part tout ce qui est Netflix, Prime Video, service vidéo. Donc moi, je fournis Netflix et Prime Video. Donc comptez à peu près 20 euros par mois dans mon cas. Ensuite, la connexion internet, il faut bien payer la connexion internet ici, connexion internet par fibre avec Wi-Fi, et on est aux alentours des 30 euros par mois. Ensuite, vous avez tous les consommables. Là, évidemment, vous êtes en location courte durée, donc vous fournissez tout un tas de consommables, tout un tas d'amenities qui sont du café, du sucre, le papier toilette, éventuellement du sopalin, etc., etc. Donc ça a un coût, et bien sûr, il faut le compter dans les charges. Donc là, j'ai mis 30 euros par mois. Alors, j'en suis pas complètement sûr parce que finalement, une commande de consommable, moi, je la fais une fois tous les 2, 3, 4 mois. Et ensuite, c'est utilisé pendant 4 mois. Donc j'ai à peu près moyenné. Je pense que c'est même peut-être un peu moins. Parce que finalement, ça coûte pas si cher. Mais j'ai mis 30 euros. C'est, je pense, suffisant pour représenter cette charge. Ensuite, quand vous gérez un bien en location courte durée, dans mon cas, je le gère en direct. Donc j'utilise certains logiciels. J'utilise un logiciel PMS, donc un Channel Manager qui va permettre de gérer la mise en ligne, les calendriers, les messageries entre toutes les plateformes, la gestion des serrures connectées, etc. Et donc je l'ai compté ici. J'ai aussi un logiciel pour la gestion des prix automatisés. Je vous ferai une vidéo à ce propos d'ailleurs. Et si on compte tous ces logiciels, on est à peu près à 45 euros par mois. Ensuite, il y a un poste très important dont j'ai pas parlé au début et qui est tout aussi important que le ménage ou les commissions des plateformes, c'est la conciergerie. Donc si vous faites gérer votre location courte durée par une conciergerie, sachez qu'elle va prendre entre 20 à 25% des revenus hors frais de ménage de votre location touristique. Alors moi j'ai mis 0 parce que moi en fait, je gère mes biens en direct de façon la plus automatisée possible. Pour l'instant, j'y arrive très bien et ça fonctionne très très bien et c'est pour ça que je vous fais toutes ces vidéos. Donc j'ai mis 0. Si vous voulez, à la fin, je vous montrerai ce que ça donne si on prend en compte des frais de conciergerie, évidemment. Parce que la conciergerie, c'est évidemment une option si vous ne voulez rien faire, si vous n'avez pas le temps ou si vous voulez tout simplement vous débarrasser de cette charge mentale et si vous voulez confier complètement le bien à un gestionnaire. Donc je vais vous faire cette analyse juste après. Donc pour l'instant, on laisse 0. Donc moi, ça a été ma réalité, c'est que je n'ai pas payé de conciergerie pendant ces 6 mois. Ensuite, vous avez un bien immobilier que vous louez, donc il y a des assurances à prendre en compte. Alors moi, j'ai mis dans mon cas des assurances à 20 euros par mois. Alors moi, j'ai 2 assurances. J'ai l'assurance P&O, propriétaire non occupant, que vous devez à peu près toujours avoir quand vous êtes propriétaire d'un logement que vous louez, peu importe comment vous le louez. Sauf que cette assurance propriétaire non occupant ne couvre pas l'activité de location touristique. Alors si vous louez uniquement sur Airbnb et sur Booking, vous n'en avez pas besoin parce que Airbnb a sa propre assurance qui s'appelle AirCover et qui va vous couvrir
des problématiques liées à la location courte durée. Sauf que moi en fait, et ça sera l'objet d'une vidéo que je vous ferai par la suite, j'ai commencé à tester la location touristique en direct. Et quand vous louez en direct, vous n'avez plus l'assurance Airbnb et l'assurance propriétaire non occupant ou l'assurance habitation maison secondaire ne couvre pas l'activité location touristique à l'année, professionnelle entre guillemets. Donc moi j'ai deux assurances, j'ai l'assurance propriétaire non occupant, maison secondaire, elle s'appelle, enfin c'est un peu un mix des deux, et une assurance qui couvre la location touristique, l'activité de location touristique, donc un équivalent d'AirCover, mais en direct. Ça représente un montant d'environ 20 € par mois. Ensuite, vous avez évidemment les taxes que vous facture l'État parce que vous êtes propriétaire d'un logement. Donc vous avez la taxe foncière, donc ça c'est commun à n'importe quel logement que vous loueriez même en location classique. Donc moi, ça représente à peu près 56 € par mois. Ensuite, vous avez la taxe d'habitation, puisque maintenant ça représente une maison secondaire. Quand vous louez à l'année une location touristique, c'est considéré par l'État comme une résidence secondaire. Et dans ce cas-là, c'est vous qui supportez la taxe d'habitation. Et dans mon cas, la taxe d'habitation, alors je ne l'ai pas encore parce que je ne l'ai pas encore payée, puisqu'il faut être propriétaire habitant au 1er janvier, donc je la paierai cette année, mais je l'ai estimé à peu près à 50 € par mois. J'ai ajouté ensuite tout ce qui est frais de comptable, parce que moi, je vous l'ai, je pense, déjà dit, je loue mes biens en nom propre, en location meublée non professionnelle, donc en LMNP, exactement sous le même régime d'ailleurs que mes locations à l'année en meublé, tout simplement. Dans le cadre de la location meublée non professionnelle, moi je la pratique aux charges au réel, c'est la meilleure option si vous voulez le payer le moins d'impôts sur votre activité. Et donc j'ai confié la comptabilité et donc l'édition de la liasse fiscale chaque année à mon comptable, donc il y a un certain coût. Alors là en fait, vous allez voir qu'en fait le coût n'est pas très élevé, c'est à peu près 13 € par mois, tout simplement parce que j'utilise un comptable spécialisé en LMNP, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir. Et en fait en LMNP, le coût du comptable est pas très élevé parce qu'il y a les 2/3 que vous pouvez déduire de vos impôts sur vos salaires, impôts sur le revenu, ce qui fait qu'à la fin, le comptable coûte pas très cher. D'ailleurs, c'est pour ça que je conseille à tous de passer en LMNP au réel si vous faites de la location touristique ou même de la location meublée à l'année. Enfin, c'est un appartement qui est dans une copropriété, donc c'est un petit immeuble, et donc il y a des charges de copropriété tout simplement, qui représente à peu près 50 € par mois. C'est un syndic bénévole, donc il ne coûte pas très cher les charges dans ce logement. Ça peut augmenter à l'avenir, donc ça c'est un petit risque. Mais aujourd'hui, c'est à peu près 50 € par mois, même un petit peu moins d'ailleurs. Mais je l'ai un peu augmenté parce que voilà, des fois il y a des charges un peu plus exceptionnelles. Une fois qu'on a pris tous ces revenus qui sont quand même super intéressants et puis qu'on a vu un peu toutes les charges qu'il va falloir supporter, et vous voyez bien que malgré des revenus super intéressants, les charges elles sont nombreuses et souvent on en oublie une partie quand on fait son analyse ou sa projection avant d'investir. Là, je vous ai donné vraiment le maximum de charges, je pense que j'ai rien oublié. Est-ce qu'à la fin, il reste quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup d'investir, oui ou non? J'ai fait le calcul et on obtient aux environs des 1000 € par mois qui restent une fois qu'on a pris en compte les revenus, qu'on a déduit toutes les charges. Donc vous voyez, 1096 en août, 900 en septembre, 1069 en octobre. Donc on est entre 900, on va dire 920 € et 1100 €. Vous allez me dire, mais c'est super, c'est même le double d'un loyer à location à l'année à peu près. Alors à location à l'année, il faut aussi déduire les charges, mais elles sont moindres. 1000 € c'est pas mal. Maintenant, si je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo, je vous remets le lien vers la vidéo, mais moi c'est un logement que je louais depuis 17 ans en location classique, donc je l'ai acheté il y a 17 ans. Je l'ai acheté avec un crédit de 15 ans, donc en fait il arrivait en fin de crédit. En fait j'ai plus de crédit sur ce logement et c'est ce qui m'a fait poser la question entre le vendre ou le mettre en location courte durée d'ailleurs. Mon logement commençait à devenir bien imposé parce que j'ai fini le crédit et comme c'est un 2 pièces, je pouvais pas le louer vraiment très cher, il m'avait coûté assez cher. Je vous l'avais dit dans la première vidéo, mais c'est mon investissement le moins rentable, mais en même temps celui qui a le plus de cachet et celui qui a le plus de valeur patrimoniale, le plus joli finalement et le mieux placé de mes logements. Vous allez me dire, mais c'est trop facile, toi t'as acheté le logement il y a 17 ans, t'as pas d'emprunt, c'est très facile. Mais qu'est-ce qui se passerait si toi tu achetais ce logement aujourd'hui et que tu avais donc à supporter aussi la charge de l'emprunt? La question que tu te poses du coup c'est, tu as oublié la mensualité d'emprunt ici. Maintenant, si toi tu veux faire le même investissement aujourd'hui, j'ai pris réellement le cas de ce même appartement dans la même ville, donc à Angers, et avec sa valeur actuelle. Donc j'ai pris un appartement, alors c'est simple, aujourd'hui j'ai la possibilité d'acheter un autre appartement juste à proximité, et donc j'ai pris les chiffres de cet appartement. C'est un appartement qui est vendu, ou qui en tout cas le vendeur accepterait une offre à 135 000 €. Alors il est un peu plus petit que le mien, mais au moins ça nous donne un chiffre de vente réel. Donc si tu achètes cet appartement à sa valeur actuelle 135 000 €, ou un appartement équivalent qui peut être loué à peu près de la même façon, au même endroit. Les frais de notaire, c'est à peu près 11 000 €. Donc si tu apportes les frais de notaire, on va dire 11 000 €, et que tu fais un emprunt sur 20 ans à 3,5% et 0,2% de taux d'assurance d'emprunt, on arrive à peu près à une échéance d'emprunt de 804 €. Si on revient donc à ma fiche de finance,
eh ben, il faut savoir qu'avec une mensualité d'emprunt, donc 800 €, il vous restera entre 100 et 200 € de cash flow positif sur ce type de placement. Bilan, certains vont vous dire que c'est une mauvaise opération parce qu'ils cherchent de la pure rentabilité locative et beaucoup de cash flow. Certains vont vous dire que c'est super intéressant. En fait, la vérité, elle est que ça dépend de votre objectif. En fait, c'est pas si mal parce que c'est une ville où les biens immobiliers ont pris beaucoup de valeur. Ça a beaucoup augmenté. Angers est donc une ville de plus en plus cotée, donc c'est de plus en plus cher et donc votre achat est plus du patrimonial. Quand vous faites cette simulation pour de la location longue durée à l'année, vous allez voir que c'est pas du tout rentable parce que vous achetez un bien qui est quand même assez cher pour le montant du loyer que vous allez pouvoir en tirer, autour de 500-600 € en location classique. Donc ici, ça veut dire que si vous partez de zéro, vous achetez ce bien immobilier et que vous faites de la location courte durée comme je le fais de façon automatique, de façon efficiente, il va vous rester aux alentours des 100 € de cash flow positif. Ça veut dire que le bien est financé et que vous faites même un petit peu d'argent chaque mois. C'est pas si mal et vous achetez dans une ville plutôt patrimoniale. C'est plutôt pas mal. Évidemment, si vous faisiez ce même calcul sur un logement beaucoup moins cher en race campagne et que vous arrivez à des montants similaires, voire plus, et bien évidemment ça fonctionnera mieux, vous gagnerez beaucoup plus. Donc là je parle bien d'une ville moyenne, avec un risque finalement d'achat immobilier plutôt sûr, parce que c'est un logement plutôt patrimonial, et donc c'est quand même à prendre en compte dans votre analyse. Maintenant il reste une dernière chose, je vous l'avais indiqué un peu plus tôt, qu'est-ce qui se passe si vous voulez faire gérer ce bien complètement par une conciergerie? Je reprends donc ma fiche de finance, et là vous allez voir que si on rajoute les frais de conciergerie, alors je vais prendre le cas le pire, c'est-à-dire 25%, des revenus qui sont à payer à la conciergerie. Alors en réalité, c'est pas 25% de tous les revenus, c'est 20 à 25% des revenus moins les frais de ménage. Donc on fait 25% multiplié par les revenus bruts moins les frais de ménage. Et ça, bien sûr, tous les mois. Donc on va obtenir aux alentours entre 430 € à peu près et 500 € de frais versés à la conciergerie. Et bien sûr, là, vous n'avez plus rien à gérer, évidemment. Dans ce cas-là, il va vous rester entre 430 € et 600 €. Donc pas assez pour couvrir votre crédit si vous avez un crédit. Il va vous rester de votre poche aux alentours des 100, 200, 300 €, donc entre 100 et 300 € on va dire, de votre poche en cash flow négatif tout simplement. Alors c'est pas forcément mauvais parce que vous faites quand même un investissement de 135 000 € et qui va être payé qu'avec un effort d'une centaine ou 200 € par mois. Ça peut convenir si vous êtes capable de sortir cette trésorerie tous les mois, il n'y a aucun souci. Et dans 15-20 ans, vous pouvez espérer quand même que dans une telle ville, que le bien aura aussi pris de la valeur et donc vous avez aussi fait un investissement patrimonial. Voilà, donc à vous de voir. J'ai essayé de vous donner le maximum de détails, le maximum d'informations. Cette fiche, je vais vous la mettre en description pour que vous puissiez la voir et la télécharger à votre guise. Vous avez pu voir furtivement un fichier Excel qui permet de calculer la rentabilité d'un Airbnb avec le calcul de la mensualité d'emprunt. Ça, c'est un fichier que je vous indiquerai et que je vous donnerai et que je vous expliquerai dans pas très longtemps. Donc restez abonnés à cette chaîne pour être et surtout activer les notifications pour avoir la notification quand la vidéo sur la fiche Excel de rentabilité sortira. Mais en attendant, je vous fournis la fiche des finances de ce bien-là. Je vous la mets dans la description. Et puis comme ça, vous pouvez faire vos propres projections et voir si votre projet tient la route. Je tenais à préciser quand même, mais vous verrez dans la vidéo, je vous la mets ici dans le coin, qui décrit le calcul de rentabilité d'un projet Airbnb pour essayer d'évaluer le marché et de calculer la rentabilité. Vous verrez que les revenus indiqués par AirDNA, que j'utilisais pour faire cette simulation, étaient bien inférieurs à ceux que vous voyez actuellement. Et c'est là que ça prouve que avec une professionnalisation de la location courte durée, donc si vous faites ça de façon professionnelle, de façon automatisée, de façon efficiente et optimisée, vous allez gagner bien plus que la moyenne de ce que font les gens en location courte durée dans la ville que vous ciblez. C'est aussi une obligation, puisque si vous ne faites pas cette gestion optimisée, vous allez avoir un revenu qui va être trop faible pour justifier l'intérêt de faire de la location courte durée par rapport à la location classique. Donc voilà, c'est pas aussi simple. Étudiez bien la question et faites vos projections de façon la plus complète et la plus précise possible. Je vais continuer à vous donner donc des nouvelles de mes locations, mais aussi de continuer à vous mettre des vidéos sur comment faire justement cette gestion automatisée, comment optimiser votre gestion pour minimiser les coûts et avoir un maximum de revenus. Abonnez-vous, surtout activez la cloche si vous voulez recevoir des notifications, notamment la prochaine vidéo qui va vous fournir l'Excel qui va vous permettre de calculer la rentabilité de votre Airbnb en plus de prendre en compte les charges. Si j'ai oublié une charge, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Si vous aussi vous louez des biens de ce type ou d'autres biens en location courte durée, qu'est-ce que ça vous donne de votre côté? Est-ce que vous remarquez la même chose? Est-ce qu'il vous reste de l'argent à la fin? Est-ce que ça fonctionne dans votre cas? Dites-le moi en commentaire. Je vais continuer à vous mettre des vidéos pour optimiser vos locations courte durée et aller plus loin dans la gestion de vos biens. Merci à tous et à la prochaine vidéo.